Bonjour et bienvenue, merci, nouvelle rencontre avec mon invité qui vient de la Côte d'Azur pour s'exiler quelques heures dans la grisaille parisienne. Quoi qu'il fait beau aujourd'hui à l'heure où on enregistre, c'est très bien. Virginie Villiers est installée sur les canapés. Bonjour Virginie. Bonjour Marc. Ça va, le dépaysement n'a pas été trop brutal, Ça va. mais vous connaissez bien Oui, je connais l'Île-de-France, Paris, oui. voilà. Mais vous êtes bien mieux dans le sud de la France. Alors déjà, je précise, si vous êtes dans le sud de la France, on peut quand même vous consulter à distance. Oui, absolument. Vous Oui. faites en visio. Oui. Bon. En visio. Vous êtes psychoanalyste clinicienne. On va voir votre parcours de vie. On va voir également de quelle manière vous permettez à ceux et celles qui vous consultent de les accompagner. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous en êtes arrivé à être la femme que vous êtes aujourd'hui avec l'expertise que vous avez? Que veut dire? Alors psychoanalyste, on comprend. Clinicienne, pourquoi? La partie clinique, on va dire, qui fait référence aux pathologies infantiles, adultes, et donc des stages qui sont plus orientés, on va dire, au niveau clinique. Donc, pour ma part, j'ai fait des stages en pédopsychiatrie, pour être plus au cœur, on va dire, des patients et de pouvoir avoir une compréhension de la pratique plus profonde. Pédopsie, enfant? Je fais des enfants aussi, oui. Ouais. Alors, j'étais en stage, oui, en pédopsychiatrie, oui. Ouais. C'était un choix. Parce que? Parce que je suis très sensible aux enfants, à Ouais. la petite enfance, et j'avais à cœur vraiment d'expérimenter voilà, cette dimension. Parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire avec les enfants. Et peut-être que ça commence par là. Et ça commence par là aussi. Si on veut éventuellement faire évoluer les choses, les mentalités et voir le monde. Oui, absolument. Peut-être qu'on pourrait commencer par les enfants. Tout à fait. Et donc les générations futures. Oui. Alors votre parcours de vie, vous avez choisi ce titre qui est Le plus beau voyage, celui qui mène à soi. Oui. Vous l'avez trouvé, votre plus beau voyage? Oui. Avec un grand soupir. Oui, avec une profonde respiration. Une profonde respiration. Oui, et effectivement, c'est celui qui m'a conduit à moi. J'aime souvent dire que on peut faire tout un tas de voyages, on peut se déplacer, on peut vivre à l'étranger, mais je pense profondément, après, c'est quelque chose que, voilà, qui fait sens pour moi, c'est cette compréhension de nous, de savoir déjà d'où on vient. Et de justement pouvoir mettre du sens sur notre vie, notre passé, comprendre aussi notre présent, en quoi le passé a pu aussi l'influencer, et se comprendre, se connaître. Et je pense que c'est le travail de toute une vie. C'est jamais terminé, en fait. Et je pose souvent la question à ceux qui s'installent sur ces canapés, pour être un bon thérapeute accompagnant de vie, il faut déjà commencer par faire ce travail sur soi. Oui. Donc vous l'avez fait. Oui. Que révèle ce travail sur soi de vous? Oui. Qu'est-ce que vous avez découvert? J'ai découvert, je pense, c'est juste ce que vous dites, parce que je pense qu'un thérapeute, c'est un peu comme un guide de montagne qui peut accompagner aussi ses patients aussi loin qu'il est allé, mais aussi il faut les ramener après. Donc tout ce travail de pouvoir les ramener à leur centre, en fait, c'est tout un travail que l'on fait aussi sur soi. Ce que ça a révélé, je pense qu'il y avait des peurs qui était dû aussi, je pense, à mon histoire, à mon enfance, que j'avais peut-être pas pu justement vraiment conscientiser étant adulte, et qui m'ont permis aussi de comprendre d'où venait cette sensibilité, d'où venait ce goût pour la vie, pour l'autre, pour l'accompagnement, pour tout ce qui était en lien avec l'humain, en fait. Et ce que ça a révélé, ça me révèle encore. Je pense que je me suis aussi révélée à travers mes études, à travers le métier que je fais, à travers les personnes que je rencontre, les accompagnements que je fais aussi. Et c'est un travail que je continue d'ailleurs de faire sur moi. Et je pense que c'est essentiel. Oui. Et le passé? Vous êtes allé un peu l'explorer? Oui, absolument. Je pense que c'est important, ça? Oui, oui. Et je pense que c'est ce qui nous construit. Mon passé fait je suis la femme que je suis aujourd'hui. Et parfois, je pense que c'est aussi comme une forme de protection, un mécanisme de protection. On ne veut pas trop aller voir les choses qui ont été douloureuses, des traumas du passé. Mais je pense que c'est essentiel de faire cette traversée. C'est souvent ce que je dis, c'est vraiment une traversée. Et que parfois, on aurait tendance à justement vouloir survoler un petit peu et pas vraiment aller rencontrer ce qu'on a pu vivre, sans pour autant aller, vous voyez, comme un chirurgien, aller tout décortiquer. Je pense que c'est pas forcément utile.
mais quand même d'avoir connaissance de notre histoire Alors, et d'aller la visiter. On va voir votre histoire. Et alors, en préparant l'émission, j'ai relevé une phrase que j'ai mis un petit coup de stabilo. Vous dites que vous vous considérez comme une thérapeute nouvelle génération. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, parce que, alors comme vous l'avez écrit sous mon nom, j'ai été diplômée comme psychoanalyste clinicienne. J'avais à cœur de faire des études qui me donnent vraiment accès à à des bases suffisamment solides en psychologie, en psychopathologie, en symbolisme, en psychosomatique, pour pouvoir accompagner au mieux les personnes qui viendraient me voir. Et par la suite, j'ai enrichi ma formation par la sophrologie, la PNL, l'hypnose. Et il y a toujours eu en moi quelque chose qui était attiré aussi par ce qui était plus grand. On peut l'appeler le divin, voilà, et des choses qui aussi faisaient sens pour moi. Et donc, j'ai continué aussi à me former au symbolisme, à d'autres outils comme le tarot de Marseille, que j'utilise comme outil, mais vraiment psychologique, comme un outil de connaissance de soi. Et ça m'a mis du temps, justement, d'accepter. Oui, d'accepter, d'en parler aussi, parce que de me dire, mais attends, est-ce qu'une psy, une thérapeute, finalement... peut travailler avec un support comme le tarot. Absolument, oui, tout à fait. C'était étonnant, ça, quand même. Oui. Et donc, ça m'a mis du temps. Je pense que c'est tout un processus aussi, même identitaire, pour la thérapeute que j'étais, d'accepter, de l'intégrer et finalement de le vivre et de l'assumer. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'assume. Et souvent, on me dit que mes accompagnements sont pluridisciplinaires parce que, justement, il y a aussi cette dimension de nous permettre ce voyage qui nous ramène à nous. Et je trouve que ce sont des outils qui sont vraiment très pertinents. Et en tout cas, au travers du côté scientifique que vous pouvez avoir, du côté un peu cartésien de votre cursus, il y a une dimension spirituelle et avec un support, notamment le tarot de Marseille. Comment est-ce que vous pratiquez? Comment ces cartes, alors j'imagine quand même quelqu'un qui vous consulte et d'un seul coup vous dégainez le tarot de Marseille sur la table. Je veux dire, c'est vrai que pour une psy, c'est pas commun quand même. Alors je dégaine pas avec tout le monde déjà. Bien sûr, j'imagine. Il y a des personnes. Alors déjà sur mon site, les personnes voient les accompagnements que je propose et je précise bien que c'est vraiment un outil pour des lectures psychologiques et non pas divinatoires, comme souvent il y a cette croyance. Donc j'ai aussi à cœur de permettre à tout à chacun de découvrir aussi cet outil sacré qui est le tarot de Marseille. Donc quand je le propose, c'est aussi pour des personnes parfois qui ont des difficultés à exprimer les choses. C'est pas toujours évident de mettre des mots sur les choses. Donc c'est là où le tarot de Marseille peut vraiment être un super allié et permet d'aller revisiter. La personne va choisir elle-même, donc son inconscient va se diriger vers des cartes, donc elle se connecte vraiment à sa partie intuitive, que ce soit un homme ou une femme. Ça peut être une carte qui la représente aujourd'hui et à travers les archétypes qu'on retrouve, les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, ça va mettre en lumière quelque chose qui vient généralement parler à la personne. Ouais. Mais vous insistez bien sur le fait que ce n'est pas un outil divinatoire. Ah oui. Ah oui. Et les personnes qui me contactent me disent généralement, je vous ai contacté parce que je vois ce que vous faites et vous précisez bien justement que c'est un aspect tout à fait psychologique, plus comme de la clairvoyance, voyez, mais pas du tout de la voyance. Sauf que quand vous dites de la clairvoyance, il y a un aspect divinatoire en disant clairvoyance. Alors, clairvoyance dans le sens où la personne aussi perçoit. Vous voyez, quand je dis clairvoyance, c'est plus le fait de faire sens pour soi. Vous voyez, d'avoir une clairvoyance sur... et encore une fois, la personne perçoit aussi des choses à travers la carte, à travers les symboles. L'inconscient aussi ramène des choses. Et ça donne aussi des pistes pour avancer pour les consultants. Alors, en tant que psychoanalyste, est-ce que cette dimension psy que vous pouvez avoir, est-ce que, je ne sais pas, vos pairs ne vous ont pas dit mais on ne peut pas l'associer avec un truc comme les tarots de Marseille, c'est pas compatible, comment peux-tu faire ça? Vous avez eu ce genre d'injonction? Oui, alors surtout dans mes études, je dirais, quand j'ai étudié la psychanalyse, j'avais des professeurs qui étaient très freudiens. Donc le cadre assez rigide, l'approche freudienne, donc assez ancienne, on va dire. Et oui,
je pense que je suis totalement sortie du cadre qui m'avait été transmis. Et aussi, par rapport au travail que j'ai fait sur moi, j'ai fait une cure analytique avec un psy freudien. Et je pense qu'à un moment donné, je me suis retrouvée face à des limites où j'avais besoin de pouvoir aussi me connecter plus à la dimension spirituelle, on va dire mystique, mais totalement ancrée, qui est beaucoup plus jungienne dans l'approche de Carl Gustav Jung, qui lui utilisait aussi les archétypes, même le tarot de Marseille dans ses accompagnements, et qui pour moi faisait beaucoup plus de sens en tout cas. En tout cas, quand vous dites que vous êtes une thérapeute nouvelle génération, vous avez le sentiment que la nouvelle génération de thérapeutes a pris en considération ce plus grand qui parfois nous dépasse, mais que l'on devrait associer ou assimiler avec une approche psy-classique. Oui, je pense qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui sont intéressées, qui se posent des questions plus existentielles. Et je pense que c'est important d'avoir ces outils-là à sa disposition. Après, pour ma part, je suis quelqu'un qui a besoin justement de... J'aime lire, j'aime me former, je suis passionnée par l'humain, expérimenté pour moi aussi, bien entendu, et aussi pouvoir le proposer. Donc ça fait partie aussi de ma personnalité, j'ai besoin de ça. Et je pense qu'après, les personnes qui sont aussi alignées avec ce qu'on peut proposer viennent naturellement vers nous. Comment peut-il ne pas y avoir, lorsqu'il y a un tarot de Marseille qui s'installe devant nous, comment peut-il ne pas y avoir une dimension divinatoire? C'est-à-dire que si c'est l'inconscient qui permet, et notamment le tirage de la carte de votre patient ou de votre client, qui va être influencé par la manière dont il va aller choisir la carte, cette carte, elle va dire beaucoup de lui, mais elle peut dire aussi beaucoup de son avenir, de ce qui va se passer. Non, c'est pas possible, ça? Alors, je précise toujours aussi que notre avenir, on le crée aujourd'hui. Vous voyez, donc les questions aussi sont hyper importantes de la manière dont on va poser les questions. Ça peut être des questions ouvertes. Dernièrement, on m'a posé la question si la fille d'une consultante tombera enceinte. Et typiquement, je lui ai dit, imaginez-vous que je vous réponde oui ou non. Qu'est-ce qui se passe pour votre fille? Donc, les questions sont très importantes aussi. Donc, on va plus s'orienter comment permettre à cette personne, peut-être, de pouvoir accéder à quelque chose qu'elle souhaite. Donc, j'ai jamais ressenti ou des difficultés avec le côté divinatoire qui se présentait, parce qu'encore une fois, ça reste dans le présent, dans l'ici et maintenant, avec tout ce qu'on peut lire sur une carte, toute la symbolique, la numérologie. Et comme c'est aussi un jeu qui est évolutif, un parcours initiatique, de voir un petit peu comment la personne, elle aussi, se perçoit dans les cartes qu'elle choisit. Comment alors ce tarot arrive dans votre vie? Écoutez, il y a 2 ans à peu près, je vais voir ma sœur qui habite en Corse aujourd'hui, et elle sait que j'aime beaucoup les cartes. Et là, elle me dit, écoute, il y a un livre que je souhaite te remettre. Ma mère est avec nous, et elle me dit, je pense que ce livre était pour toi, parce que je m'en sers pas. Et là, elle m'apporte un livre du tarot, que toute petite, quand j'avais 7-8 ans, je revois très bien, il était posé sur une étagère, qui appartenait donc à ma mère. Qui tirait déjà les cartes? Ma mère tirait les cartes, oui. Ah. C'est pour ça, je pense que j'ai eu aussi du mal à accepter cette dimension, parce qu'elle le faisait, elle se faisait payer, mais elle n'utilisait pas le tarot de Marseille, elle utilisait un jeu de cartes, de 52 cartes. Classique. Oui, et plus divinatoire dans l'approche. Ok. Donc, et ça, vous l'avez rejeté? Alors, je l'ai vu, je l'ai fait aussi, parce que du coup, sa mère aussi le faisait, ma mère, et je voulais surtout pas... Parce que je pense que ça peut être... c'est important pour moi, il y a une valeur qui est très importante pour moi, c'est la question de liberté. Et je ne veux surtout pas qu'on me prédise des choses que je n'ai pas envie de savoir, et j'ai pas envie de le faire à d'autres personnes, bien entendu. Donc cette question de libre arbitre est hyper importante pour moi. Et je pense que c'est pour ça. J'ai eu du mal aussi à l'intégrer, de par ce que j'avais vu. Et donc le tarot, voilà, donc ce livre revient à moi il y a 2 ans. Je me dis, c'est une belle synchronicité. D'ailleurs, il est aujourd'hui chez moi, à Saint-Paul-de-Vence. Et de par, je pense, mon cheminement, dans la vie, mes cours aussi au niveau de la symbolique, qui m'ont énormément ouvert sur un tas de choses. Et je pense que c'était pour moi c'était là, le jour où ma mère a été enceinte, qu'elle a accouché de moi, elle m'a dit, j'étais en train de jouer aux cartes. Et je l'ai su il n'y a pas très longtemps, vous voyez. Ça, c'est pas un beau signe. Oui.
Donc je pense qu'il y a quelque chose voilà, qui me touche profondément et que j'ai à cœur de pouvoir partager. En tout cas, aujourd'hui, c'est un support avec l'hypnose et avec toutes les autres formations que vous avez pu suivre qui est important pour vous et qui détermine votre approche et votre façon de faire singulière. Oui, oui. Alors, on va voir votre parcours de vie parce que c'est aussi évidemment intéressant. D'abord, qui vient vous voir, qui vous consulte et pourquoi? Alors, je fais des thérapies individuelles, donc ça peut être des personnes qui sont endeuillées. Ça peut être des personnes qui sont dans des moments de vie qui sont peut-être perdus, ils ne savent plus trop où ils en sont, des séparations, des enfants aussi, on m'envoie, des couples. Je fais pas mal de thérapies de couple. Je fais des cercles de femmes. Hier, j'ai proposé un cercle de femmes avec différentes thématiques. Et hier, la thématique était sur le deuil. C'était un très beau cercle que j'avais à cœur de partager, cette thématique. Ça fait 2 fois que vous évoquez le deuil. Le deuil a quelque chose d'important, enfin une dimension particulière pour vous? 2 fois, je l'évoque. Ça fait 2 fois que vous dites le Je mot m'en deuil. suis pas rendu compte, voyez. Oui, je pense. Je l'ai vécu. Avec votre frère, c'est ça? Avec mon frère, oui. Je l'ai vécu quand j'avais 20 ans. Ça a été quelque chose de soudain, de brutal pour moi. J'étais très très proche de mon frère. Parti dans un accident de voiture, c'est ça? Non, 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 il s'est suicidé. Ah, pardon. Oui. Pardon. Pas de problème. Il s'est suicidé, donc c'était très brutal, très soudain. Et ça m'a profondément chamboulée. Évidemment. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui a eu un impact sur votre vie professionnelle ensuite, sur la manière dont vous vous êtes construite et vous vous dites que l'accompagnement que vous faites aujourd'hui aurait été peut-être celui que vous auriez aimé avoir pour votre frère? J'extrapole, hein. Non, c'est intéressant ce que vous dites. À l'époque, je me disais qu'il n'y avait pas suffisamment d'accompagnement adapté à des personnes comme lui. Et je vous parle de ça, je l'ai perdu, il y a 27 ans, hein, j'avais 20 ans. Et je trouvais qu'on manquait vraiment cruellement de moyens. Donc peut-être qu'aujourd'hui, à travers ce que je fais aussi, c'est une manière de mettre au service du vivant ce que j'aurais aimé qu'il puisse avoir et que j'ai à cœur de pouvoir proposer ça aux personnes qui en ressentent le besoin. Et oui, je pense que ça a profondément changé ma vie complètement et l'orientation que j'ai pu prendre par la suite. Même si j'ai pris finalement l'orientation en psychologie tard, mais je pense que ça a toujours été quelque chose qui m'habitait en réalité. Et pour répondre à votre question par rapport au deuil, donc que j'ai proposé hier dans ce cercle, je pense qu'on nous apprend à accumuler, à apprendre. Mais on ne nous apprend pas à perdre dans la vie. On ne nous apprend jamais en fait à perdre. Et que c'est un sujet qui reste très tabou, la mort, la rupture, les séparations. Et donc j'avais vraiment cette envie de proposer cette thématique à des personnes qui étaient endeuillées. Et ça a été un très beau moment. Sur la thématique du deuil, il y a aussi, on a reçu d'autres thérapeutes bien sûr qui évoquent cet angle-là, cette spécificité-là sur l'accompagnement au deuil. Et beaucoup disent, il ne s'agit pas de créer une polémique, mais tout le monde n'est pas d'accord sur le fait de dire faire son deuil. Vous savez, cette expression qui dit faire son deuil. Oui. Et vous avez des consoeurs ou des confrères à vous qui disent, mais qui n'aiment pas entendre cette expression parce que pour elle, elle n'a pas de sens et elle ne veut pas dire grand-chose. On ne fait pas son deuil et on ne fait jamais son deuil quelque part. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais je pense que c'est propre à chacun. C'est très délicat et pour des personnes qui sont endeuillées, faire son deuil, ça peut aussi leur renvoyer quelque chose de l'ordre de nier l'absence de l'autre. Donc oublier. Oui, oublier ce qu'elles n'ont pas envie d'oublier. Et finalement, le deuil, c'est aussi ce qui leur permet d'avoir toujours ce lien avec le défunt. Donc c'est vraiment un sujet très sensible, très profond aussi. Et vous dites ça? Vous dites il faut faire son deuil? Non. Ah non, déjà j'évite toute forme d'injonction, d'il faut, vous devez, où je pense que ça demande vraiment d'avoir une posture extrêmement bienveillante, voyez.
Et je pense dans ces moments-là, et c'est on parlait de ça hier, beaucoup de personnes ont simplement, je pense qu'un regard peut être soutenant. Vous voyez, des paroles comme je suis là, je te comprends, tout simplement. J'ai entendu aussi souvent dire bon, n'en parle pas trop, passe à autre chose. Combien de temps va durer ton deuil? Vous voyez, des paroles qui sont totalement déconnectées en fait, et qui peuvent faire encore plus de mal aux personnes qui traversent un deuil. Donc, Et donc, à votre avis, est-ce qu'on fait réellement son deuil? Si je vous parle par rapport à mon expérience personnelle, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai accepté le choix de mon frère. J'ai appris à vivre sans lui. Je lui en ai voulu très longtemps, parce que je suis passée par ces phases aussi, qui font partie du process du deuil, où on est en colère, on est dans le déni, on se pose un tas de questions, on se dit et si, toutes ces choses qui sont normales finalement. Et aujourd'hui, après tout ce chemin, j'accepte qu'il ait pris cette décision de mettre fin à sa vie. Et ça peut parfois choquer des personnes. Je ne pense pas que j'aurais été en capacité à vous parler de cette manière il y a peut-être encore 15 ou 20 ans. Mais aujourd'hui, le suicide, notamment quand on parle du suicide, je me suis beaucoup documentée sur cette thématique. Et on voit vraiment des personnes qui sont dans un désespoir complet pour avoir recours au suicide. Est-ce que, si je vous avais posé justement cette question il y a 15 ans, qu'est-ce que vous auriez dit alors? Alors, j'essaie de me remémorer au niveau timing il y a 15 ans, où est-ce que j'étais, Parce que vous me dites, non mais quand vous me dites, si vous m'aviez posé la question il y a 15 ans, je vous aurais sans doute pas répondu ça. Dans l'acceptation du départ de votre frère, départ volontaire de votre frère. Oui. Donc si on était 15 ans en arrière, qu'est-ce que vous auriez, si je vous avais posé cette question, vous auriez dit quoi? Par rapport à comment je vivais son départ? Ouais. J'aurais peut-être été encore, alors peut-être plus, il y a 20 ans, dans une forme d'injustice, d'incompréhension. Je pense que la colère était quand même plus ou moins partie, mais... Vous lui en avez voulu? Oui, j'en ai voulu. J'en ai voulu parce que il était un peu comme un père pour moi. On était très très proches, on avait 11 ans d'écart, donc... Oui, c'était un grand. C'était un grand par rapport à moi. Bien sûr. Et le jour où il est parti, ça a été tellement brutal, tellement soudain, un tas de questions, d'incompréhension, de me retrouver, comme si je me retrouvais seule. Ça a été très compliqué pour moi à gérer. Et je pense que j'étais jeune aussi, pour comprendre toutes les choses que j'ai pu comprendre par la suite. Et aujourd'hui, j'ai aussi à cœur de transmettre ça, c'est que la vie peut être douce, malgré tout. Et on peut en parler sans avoir le cœur serré. Alors, je vous dis pas que depuis toutes ces années, ça m'arrive jamais. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me considère comme une femme épanouie, heureuse, hyper reconnaissante de tout ce que je vis, de tout ce que j'ai vécu. Ça m'a ouvert, je pense, le regard sur un tas de choses. Le fait de m'émerveiller pour la moindre petite chose, de rester dans le moment présent. Je ne sais pas si j'aurais eu cette capacité à être aussi sensible à ça si je n'avais pas vécu son... Et c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que ça vous a apporté une sorte de... Alors le mot est un peu, je trouve un peu déplacé, mais une sorte de légitimité à aborder aujourd'hui, à pouvoir aborder et comprendre ces sujets-là, gérer ces sujets-là quand vous avez des consultants qui sont confrontés à ça? Oui, non, parce que je pense que c'est tellement... J'ai des personnes qui ont perdu des enfants, des conjoints, et non, je me sens pas plus légitime. Parce que mes patients ne savent pas que j'ai perdu, en tant que thérapeute, je ne leur parle pas de mon histoire. Là, ceux qui me regardent le sauront, bien entendu. Et c'est aussi quelque chose que j'accepte. C'est de montrer aussi moi-même une part de ma vulnérabilité. Et je pense que c'est important. Mais non, je pense que chaque histoire, chaque disparition est tellement... on se sent tellement seul quand ça nous arrive que... En tout cas, même si vous ne considérez pas avoir une certaine légitimité par rapport à ça, vous connaissez le process, l'évolution des choses, même si chacun le vivra à sa manière, bien entendu. Mais les différentes étapes qu'on connaît tous entre la colère, l'incompréhension, le pourquoi, etc., etc., vous êtes passé par là. Oui, c'est juste que vous dites, j'ai le souvenir d'une thérapeute
un jour qui me parlait et qui me dit avoir été elle-même confrontée à un deuil. Et qui me dit, mais tu sais, pourtant, j'ai lu un tas de livres, toute cette théorie, je l'ai lu. Je lui dis, mais là, tu parles du vécu. Et ça, on ne le voit pas dans les livres. Vous voyez ? Et je pense que c'est là toute la dimension, enfin, toute la différence, c'est qu'on a beau lire, on a beau avoir appris un tas de choses, notre parcours de vie fait que on est à des années-lumière quand on le vit. Oui, parce qu'on a le sentiment aussi que quand on a théorisé un petit peu ce parcours du deuil, dans les livres notamment, dans des émissions ou dans des conférences, et on dit voilà, ça se passe comme ça, voilà les différentes étapes, voilà comment est-ce que vous allez réagir, et voilà quelle approche vous pourriez avoir en tant que thérapeute avec quelqu'un qui est confronté à ça. Mais c'est tellement particulier, on est tellement tous différents face à ça, que la théorie, parfois, elle a bon dos, quoi. Absolument, oui, et je pense qu'il faut s'en détacher aussi, parce que moi, ce que je vois aussi, c'est que beaucoup de personnes me disent la difficulté que l'entourage a à aborder. Vous voyez, le deuil, ils savent pas trop comment faire. Souvent, ils ont peur aussi d'être maladroits, donc ils préfèrent ne pas en parler. Et donc, ce sont des personnes qui ont un besoin de pouvoir faire vivre à travers des paroles, en parlant de la personne qui est disparue. Et je pense que ça, c'est très, très important aussi, qu'ils aient un espace qui soit dédié à pouvoir parler. Que dire à une personne qui est confrontée à cette situation de deuil, qui préfère une sorte de mutisme, donc de ne pas en parler? Est-ce que ça peut lui convenir et c'est comme ça et c'est OK? Ou est-ce que justement il faut peut-être l'inciter à faire un travail pour libérer ça et puis avoir une sorte d'exutoire? C'est pas évident si c'est une personne qui n'a pas été habituée à exprimer, qui a vécu dans une famille où justement on nommait les choses, on disait les choses, qui s'autorise, donc c'est pas évident, donc ça peut prendre aussi peut-être du temps. Moi je propose souvent aussi, c'est des petits rituels, je leur propose, je leur dis si ça vous parle, laissez faire, pour qu'ils puissent aussi s'approprier et voir si ça leur fait du bien, et pour qu'ils puissent évaluer. Comme par exemple? Par exemple, j'aime beaucoup un rituel qui consiste à aller acheter une bougie, mais une grosse bougie, pas une petite bougie chauffe-plat, d'aller acheter donc une bougie en pensant à la personne, donc de la choisir vraiment avec attention et de se dire dans la journée, alors ça peut être de la poser sur une étagère ou sur un petit autel, et de se dire, de s'accorder un temps bien spécifique. Donc au moment où vous allumez la bougie, imaginons de 10h à 10h30, au moment où vous l'allumez, vous pouvez communiquer, parler avec cette personne, vous pouvez pleurer, vous pouvez dire tout ce que vous avez envie de dire, comme si elle pouvait vous entendre, et sans filtre, sans vous censurer. Donc ça peut être 20 minutes, une demi-heure, et quand vous l'éteignez, après, vous la remettez sur son étagère ou sur l'autel, et vous allez reprendre vos occupations habituelles. Pour vraiment, vous voyez qu'il y a un espace-temps consacré. Voilà, qui soit consacré. Et ça, généralement, ça permet déjà de se créer un espace-temps et de pouvoir recréer un lien. Et à l'inverse, vous avez des gens qui disent qu'il faut passer à autre chose. Alors, non, ce sont des personnes qui me disent qu'on leur dit dans leur entourage. Ouais. Et alors ça, c'est la phrase qui leur fait beaucoup de mal. On ne peut pas passer à autre chose comme ça, c'est pas possible. Ou alors, on refoule. Mais tôt ou tard, c'est un peu comme ces couches, ces surcouches qui vont se superposer, ça va remonter sous différentes manières. Je vois souvent des personnes qui me disent « mais ça fait 10 ans, 15 ans que la personne est décédée ou est partie, ou une séparation, et qui pensent être justement avoir fait le deuil ». Ça, c'est pareil. Non, mais ça, c'est pareil. Quand considérer qu'on a véritablement fait son deuil? J'entends ça aussi. Vous savez, on a tous dans notre entourage des gens qui disent « bon, c'était il y a 20 ans, j'en ai fait mon deuil ». Est-ce que véritablement on a fait son deuil d'une situation, d'un départ, d'une séparation? Alors moi, je pense que... Et si oui, comment savoir? Oui, comment savoir? Je pense c'est justement quand on en parle, de voir qu'est-ce qui s'active. Est-ce qu'on se sent encore en colère? Est-ce qu'on est encore dans la tristesse? Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'on ne veut pas en parler? Est-ce qu'on a la gorge qui se noue? Est-ce qu'au niveau de la poitrine, ça se referme? Vous voyez, le corps aussi, c'est un peu comme un indicateur qui nous donne une lecture, donc de ressentir. Est-ce qu'on est plus dans une forme de neutralité?
Est-ce qu'on peut en parler et c'est OK sans s'effondrer? Ça, c'est, je pense, vraiment un indicateur. Ça nous montre un petit peu, ça peut jauger là où on en est dans le stade. En tout cas, c'est important d'en parler, je pense. Oui, c'est très important. Je On crois. ne peut pas, les choses qui ne sont pas exprimées ne peuvent pas être apaisées. Pour moi, c'est très simple, mais je pense que tout ce qui n'est pas exprimé, tout ce qui n'est pas dit ne peut pas s'apaiser. Alors, il y a aussi d'autres dimensions. Vous avez parlé de la sophrologie, on parle d'hypnose. Comment l'hypnose arrive aussi également dans votre accompagnement? Alors, l'hypnose, pourquoi? Parce que je me suis intéressée à l'inconscient. Et la sophrologie travaille plus sur le côté conscient. Et j'ai moi-même expérimenté l'hypnose pour ma part, pour des thématiques que j'avais envie de travailler. Et c'est une forme d'hypnose qui s'appelle l'hypnose sagesse, qui est très intéressante, qui est très douce, qui est très bienveillante, qui n'est pas du tout, directive dans l'approche. Et j'ai trouvé cette approche super intéressante. Alors, parce que ça sort d'où, hypnose sagesse? Moi, j'ai jamais entendu cette... Non. C'est une formation spécifique, Oui. un angle spécifique? Oui. Alors, c'est une hypnose qui est dérivée de l'hypnose ericksonienne. On utilise beaucoup de contes métaphoriques. Ça a été créé il y a à peu près une dizaine d'années. J'ai été formée par la fondatrice, on va dire, de cette forme d'hypnose. Et le principe, c'est vraiment de créer des métaphores, des histoires métaphoriques, avec des messages qui sont destinés à l'inconscient et qui viennent vraiment libérer, permettre de reprogrammer aussi des choses, un peu comme j'ai envie de dire, comme notre téléphone, parfois on a besoin aussi de faire des mises à jour pour qu'il avance plus rapidement, pour qu'il soit plus opérationnel. C'est la même chose. Donc c'est une approche que je trouve vraiment... Et donc vous disiez une approche métaphorique? Oui. C'est-à-dire que vous allez utiliser des images un peu... Des contes. Des contes? Oui. Comme des contes d'histoire d'enfants? Oui, absolument. Je crée une histoire. Alors moi j'ai fait la formation, j'ai allé jusqu'à maître praticienne. Et ce qui fait que là on apprend vraiment à créer nos propres histoires, nos métaphores. En fonction de la personne, en fonction de sa thématique, si c'est une phobie, si c'est, je sais pas, la confiance en soi, le stress, peu importe. Et donc, on crée des histoires, enfin, je crée une histoire. Avec des personnages? Avec des personnages que j'invente, moi-même, qui sont destinés justement à créer une séance. Toujours en lien avec la problématique de la personne. Okay. Ce qui fait que ces histoires, quand je vous lis l'histoire, en fait, à un moment donné, le conscient va saturer parce qu'il y a tellement d'informations et vous laissez un petit peu partir. Et c'est là où on peut entrer tout doucement, envoyer des messages pertinents à l'inconscient et pouvoir permettre un travail... Mais ça veut dire que dans votre histoire, l'histoire que vous racontez, la personne qui est donc en séance... elle n'est pas identifiée dans cette histoire. Ah non, alors ça dépend. Ça peut être une histoire lambda, où je raconte l'histoire d'une dame qui était passionnée de livres, vous voyez, donc totalement étrangère à son histoire. Okay. Ou ça peut être, je mets en lumière un héros ou une héroïne. Et là, la personne va s'identifier à cette personne. D'accord. Et voyant que cette personne est en capacité à mettre en place des ressources, à dépasser certaines choses, l'inconscient perçoit un autre message et permet de transformer. C'est vraiment... Alors effectivement, le côté, on comprend bien le côté, c'est effectivement plus doux. Oui. Parce que pour le coup, là, on ne met pas... on n'a pas le sentiment d'imposer des choses, enfin d'être directif, quoi, oui. Dans notre guidance, c'est juste, dans notre accompagnement. Oui, exactement. Et ça, moi, j'ai à cœur de conserver justement, comme je le disais encore, cette liberté, cette douceur et quelque chose de, vous voyez, qui permet à la personne d'aller à son rythme. On va pas, je vous donne un exemple, les personnes qui veulent arrêter de fumer, dans certaines formes d'hypnose, on peut leur faire visualiser de sentir des cendres froides, vous voyez, pour vraiment créer quelque chose une aversion par rapport à ça. Dans l'hypnose que moi je pratique, jamais on confronte la personne à sa phobie, en fait. Ça passe par d'autres moyens, extrêmement doux. Et parfois, les personnes qui viennent, maintenant, ça m'arrive plus trop parce qu'elles me connaissent aussi, on me dit « Non mais moi, m'hypnotiser, Virginie, moi, lâcher prise, c'est impossible. » Et je leur dis « Laissez faire, on verra. » Et en fait, ils me disent « Mais c'est incroyable. » Donc du coup, vous avez un panel d'histoires
Ou alors ce sont des histoires que vous improvisez aussi Oui, en oui, fonction? oui. J'ai appris aussi à improviser et à nourrir cette créativité aussi. Wow. Et ça, c'est génial. Juste, par exemple, en regardant le jeu, les touches, vous voyez, je prends 4-5 mots et ça peut me permettre d'avoir un fil conducteur pour créer une histoire. Et après, faire des liens, des transitions avec la problématique de la personne et l'inviter à voir les choses différemment. Alors après, quand effectivement vous nous avez dit en début d'émission que vous accompagnez aussi les enfants, en tout cas les plus jeunes, j'imagine que si vous faites une hypnose de cette manière-là, hypnose sagesse, en racontant des histoires, l'approche est beaucoup plus cool Oui, et ludique. pour les enfants et Oui, ludique. oui. Et en fait, je peux faire tout. Je peux travailler avec les enfants de 4 ans jusqu'à. Contrairement à l'hypnose érectionnelle où on ne va pas faire les personnes dépressives, on va réfléchir à 2 fois. Dans cette hypnose-là, il n'y a aucun problème à pouvoir faire des accompagnements en hypnose. Et donc pour les enfants, oui, c'est ludique. Qu'un super-héros, tout de suite, Oui. ça prend une autre dimension. Oui, oui, exactement. Ouais. Oui. Vous avez des exemples d'avant-après? Ça, c'est une question que je pose souvent aussi. Des gens qui vous ont marqué après une séance, par exemple, d'hypnose sagesse, où il y a une belle évolution ou quelque chose Oui, qui vous a... oui, j'ai des personnes. J'avais une personne qui m'avait contactée justement pour le poids, parce qu'il ne mangeait pas suffisamment. Ah. Voilà, donc là, général, c'était c'est l'effet. souvent l'inverse. Oui. Et on n'a pas besoin de faire beaucoup de séances en fait. Parfois, en une séance, déjà, il se passe des choses vraiment incroyables. Et ça a été. Parce qu'il y a aussi une prise de conscience pendant la séance d'hypnose. L'inconscient aussi va livrer des messages dont la personne n'a pas forcément conscience. Et ça peut être aussi une prise de conscience qui permet justement d'avancer sur quelque chose. Donc, cette thématique-là, des phobies aussi, ça marche très bien sur les phobies. Donc, des personnes qui se libèrent aussi de phobies. Les enfants aussi, par rapport à des difficultés, par rapport au sommeil, énurésie. Ou les examens pour les collégiens étudiants. Oui, et aussi, je lycéens. pense à une dame qui était venue, qui devait faire pas un IRM, une IRM, un scanner, et qui était phobique, qui avait peur de se retrouver la tête fermée. Et donc, on avait fait 2 séances, et elle m'a dit, le jour où j'ai passé mon scanner, presque comme si elle me racontait après être partie en vacances. Enfin, elle m'a dit, écoute, ça s'est hyper bien passé. Donc oui, c'est une super approche. Vous devriez publier comme ça quelques... Je publie sur ma chaîne YouTube. C'est vrai, Oui. vous avez la chaîne YouTube, j'ai pas vu. Oui. J'ai vu votre site, mais j'ai pas vu la chaîne. Alors j'ai une chaîne YouTube où j'ai mis quelques séances ouais. d'hypnose. J'en ai mis une pour la dépendance affective, qui marche très bien. Une sur le bruxisme, l'alignement, corps, âme, esprit. Donc j'essaie d'en mettre quelques-unes avec des thématiques pour justement faire connaître un petit peu cette approche. Oui. Ça, c'est pour ça, quand on résume en fait et quand on voit les différents accompagnements que vous suggérez, c'est pour ça que vous vous définissez comme une thérapeute nouvelle génération. Parce que là, pour le coup, ce sont des approches... alors bien sûr, c'est toujours les mêmes grands thèmes quand on parle de sophro, d'hypnose, tarot de Marseille, mais vous utilisez quand même ces outils d'une manière un peu différente. Oui, je pense, oui. Oui, je me laisse guider, en fait, je pense. Je m'autorise à faire un petit peu... à votre sauce. Oui, ce qui fait sens pour moi. Oui, c'est ça. Je me fais confiance, je m'écoute. Je pense que je suis très intuitive, très instinctive. Et aujourd'hui, je fais confiance à cette part de moi qui me... Alors, si vous avez dit un mot, parce que là, évidemment, je rebondis quand vous parlez du côté intuitif. Quand vous avez une grand-mère qui tire les cartes, une maman qui tire les cartes, vous également, on peut se demander si c'est pas une intuition qui va au-delà de la simple intuition classique, quoi, je veux dire. Oui. Oui. Vous avez parlé de clairvoyance. Oui. Bon, bah, c'est pareil. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez tout ça? C'est ça, en fait, l'idée. Oui. Hein, voilà. Oui. Mais on a le sentiment aussi parfois que quand il y a cette dimension psy que vous avez, c'est toujours difficile à dire. Hein. Je le dis psy, je l'ai toujours dit librement. C'était plus d'intégrer la partie spirituelle. Pour moi, c'est plus le côté... Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances par rapport au côté spirituel, voyez. Il y a beaucoup de déviance aussi. Et les gens aussi, parfois, sont vraiment perdus. Donc moi, j'avais aussi à cœur de pouvoir proposer un accompagnement en étant vraiment bien ancré, les pieds sur terre.
Et je pense que ma formation en psychologie aussi me donne cette base, cette structure qui est, je pense, hyper importante. Et qui vous rassure. Aussi, oui, qui me rassure, je pense, pour pouvoir accompagner et accompagner au mieux. Parce que quand on dit rassurer, on dit légitimer aussi. On a le Oui. sentiment que ça vous légitime. Mais autant, vous voyez, ça c'est paradoxal parce que pour moi, justement, le côté psy, je l'avais, mais je me sentais pas légitime d'aller plus vers le côté, on va dire, d'accompagnement en quête de sens, existentiel, parce que j'avais cette formation, on va dire, ces études en psychologie. Et pourtant, vous n'avez pas été que psy. Vous avez eu une première partie de vie. Oui. En tant que trader. Alors ça, je suis toujours étonné qu'à un moment donné aussi, on bifurque comme ça, il y a un déclencheur qui fait qu'il y a cette nécessité de changer de vie, de prendre une autre direction. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier au départ? Alors, je ne l'ai pas choisi. Je tiens à préciser. Okay. Je ne l'ai pas choisi. Moi, je voulais être interprète, traductrice. Depuis toute petite, j'étais passionnée par l'Angleterre et je m'étais dit, quand je serai grande, je partirai en Angleterre vivre. Vous êtes allée d'ailleurs? Oui. Exact. Oui, j'y suis allée. Vous deviez rester 2 mois et vous êtes resté 6 ans. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui. Donc, passionnée, attirée par la culture anglaise, le côté très... British. Ouais, la British attitude. Oui, oui. Hugh Grant, voilà. Côté très laid-back, très... Ouais, voilà. Voilà, exactement. Donc, coup de foudre à Notting Hill. Bon, voilà. Et donc, j'ai vécu en Angleterre presque 6 ans. Le décès de mon frère aussi a fait qu'à un moment donné, j'ai voulu partir. J'ai voulu, je pense, aller aussi affronter mes propres limites et voir, me rencontrer aussi peut-être. Et ça a été aussi très challengeant parce que je ne parlais pas du tout anglais au départ. Je me suis retrouvée dans des petits pubs à servir des bières à des Écossais qui me demandaient des cocktails et je ne comprenais pas. Et j'étais... Et c'était difficile, hein, mais à toujours m'accrocher, je sais pas, il y a toujours eu un élan vital qui me disait vas-y, continue, faut que tu y ailles en fait. Et au retour de l'Angleterre, je n'ai pas trouvé de poste dans des cabinets de traduction. Je faisais des petits jobs, mais pas vraiment dans la durée qui s'était inscrit. Et donc j'ai candidaté pour un poste pour un groupe qui se trouvait à La Défense à l'époque. J'ai travaillé pendant quelques années. Et suite à ça, je me suis transférée dans le sud de la France et j'ai candidaté dans une société qui faisait du trading de matières premières, donc pas du tout le côté finance, le côté matières premières en fait. C'est une boîte qui avitaillait des navires en fuel et en gasoil dans tous les ports du monde. Et j'ai candidaté sans grande conviction. Ils m'ont dit vous parlez anglais, italien, ok, on vous prend. J'ai commencé. Et je voyais autour de moi les traders devant leurs écrans qui regardaient. Avec des graphiques. Avec des graphiques. Alors moi, en plus, les maths... Incompréhensible. Oui, et puis moi, à la base, je suis littéraire. Moi, je suis une amoureuse des livres. J'adore les livres. Pas du tout du côté scientifique ou finance. Ouais. Et donc, je les observais. Et quelques mois après, un trader est parti. Et mon boss me dit, Virginie, écoutez, ça vous dirait que je vous forme comme trader parce que vous avez un bon relationnel. Et je dis, mais oui. J'ai saisi l'opportunité. Ça me paraissait challengeant. Et voilà, donc je suis restée travailler pour eux pendant à peu près 5 ans, être formée à ce métier. Très challengeant, un milieu très masculin. Je me souviens au départ, les capitaines, les commandants grecs ne voulaient pas me parler, parce que j'étais une femme. Donc ça m'a demandé de m'affirmer, pas de m'imposer, mais de m'affirmer. Donc voilà, côté très challengeant. Après 5 ans, je suis partie et j'ai ouvert un bureau à Nice pour des Chypriotes qui m'ont dit on veut travailler avec vous. Si vous pouvez faire le job, on vous donne une clé. Maintenant, allez-y, à vous de jouer. Donc vous étiez quand même épanouie dans vos activités Oui, j'étais épanouie, mais moi j'aimais, c'était parler anglais-italien avec des armateurs, des clients dans le monde entier, des fournisseurs. Mais l'aspect financier, devoir... négociation. Oui, et avoir des objectifs à réaliser, des chiffres à réaliser, ça devenait... Enfin, de là de devenir psy. Oui, mais... Un monde. Oui, absolument. Mais je passais beaucoup de temps à discuter avec les gens. Les gens m'appelaient, aimaient parler avec moi. Et moi, j'aimais aussi ce côté humain.
Et je suis repartie ensuite ouvrir un bureau à Nice pendant presque 5 ans. Et il y a toujours eu au fond de moi cette petite voix qui me disait « Tu feras pas ça toute ta vie, fais-le ». J'ai voyagé, ça a été une expérience incroyable, mais je savais qu'à un moment donné, je ferais autre chose. Et à l'aube de mes 40 ans, j'ai été enceinte. Et là, ça a été pour moi, je pense, la grande prise de conscience, en fait. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Je veux plus faire ça, en fait. Une reconnexion à moi. Je sais pas, la vie qui s'installait en moi m'a fait prendre conscience que c'était plus là que j'avais envie d'être. Je voulais revenir à des choses essentielles pour moi. Mais ce qui est toujours intéressant dans ces parcours de vie, alors première vie et deuxième vie, ensuite avec cette frontière, cette fracture qui fait que vous switchez à un moment donné, il y a quand même, je suis toujours, et c'est souvent ça, j'ai remarqué, c'est que dans cette vie dans laquelle vous vous épanouissez tant aujourd'hui, dans l'accompagnement en tant que psychoanalyste clinicienne, il y avait quand même dans votre première partie de vie des relents de ce que vous alliez devenir. Dans cette façon d'échanger avec les gens, que vous soyez une oreille attentive, que les gens aiment particulièrement discuter avec vous, échanger avec vous. Tout ça, c'était des signes annonciateurs de ce que vous alliez devenir. Oui, et j'ai le souvenir d'un matin partir travailler. Et à l'époque, quand j'ai quitté le trading, je voulais être sophrologue. J'y pensais. Et je me vois partir à mon bureau, en voiture, et là, devant moi, un bus avec une affiche. À l'époque, il y en avait pas mal. Devenez sophrologue. Voyez, et toutes ces synchronicités, je les percevais et je me disais, ça me parle. Là, l'univers me parle, m'envoie des messages. Et donc, ça a été compliqué parce que de me dire, waouh, tu lâches un travail où il y a une sécurité. Une grande sécurité. Voilà, je vais être maman. J'ai pas du tout de réseau dans ce milieu-là. Il faut se construire complètement. Voilà. Et puis, c'était décidé, en fait, je pense. Comment est-ce que vous pourriez expliquer à ceux qui nous regardent, je suis convaincu qu'il y a mettez-nous dans les commentaires d'ailleurs, je suis convaincu qu'il y a des centaines de personnes qui ressentent ce que vous avez pu ressentir à un moment donné, c'est-à-dire qu'il y a un appel, et puis c'est tellement un vide abyssal, où comment, par quoi commencer, de quelle manière, avec quels moyens, et qu'est-ce que je lâche, et qu'est-ce que je garde. Oui. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des gens? Alors, je sais ce que vous allez me dire. Allez-y, osez, faites. D'accord. Enfin bon. Oui, c'est pas si simple. Hein. Moi, voilà, je suis mariée, donc on avait aussi des charges, on avait des responsabilités, et puis j'avais une stabilité. Enfin, j'avais des conditions de vie qui étaient topissimes. Donc c'était un peu, pourquoi tu fais ça? Tu mets un petit peu tout aussi en branle-bas. Je pense que c'est aussi de s'écouter, parce que vous voyez, quand j'ai... Juste pour donner un exemple, ça peut permettre à des personnes aussi peut-être de comprendre. Oui. Quand j'ai fini mes études, donc j'étais diplômée, j'avais plus qu'à me lancer, après avoir franchi le cap, qui n'était pas simple. Études de psy, là, vous parlez, hein? Études de psy, ouais. Et là, donc ma fille avait 2 ans, mon fils avait 1 an. Oh. Ah, ils sont petits, hein? Oui, ils étaient tout petits. Et on m'a dit, mais attends, mais j'avais cette énergie en moi, ça me drivait comme un carburant, en fait. Et j'ai mon diplôme en main, ma soutenance, voilà, j'ai mon titre. Et quand même la peur de me dire, maintenant, il faut que je prenne un cabinet, il faut que je m'installe, il faut que je démarche, j'ai pas de patient, donc comment je ramène des revenus? Et là, je regarde un soir sur, je sais plus, c'était un site de recherche d'emploi, et je vois qu'on recherche quelqu'un dans le domaine maritime, près de chez moi, pour un poste bien payé, en CDI. J'envoie mon CV sans grande conviction en me disant... Et là, ils me répondent, mais 4 heures après, nous souhaitons vous rencontrer pour le poste. Donc, super, je m'assure au moins une sécurité financière. J'y vais, l'entretien se déroule super bien. La personne me dit, écoutez, Virginie, moi, je veux vous prendre pour ce poste. OK. La semaine d'après, on prévoit une visio avec tous les collaborateurs que j'aurai. Et pendant toute la visio, j'avais la nausée, mal à la tête. Je me sentais pas à ma place. Tout le monde me parlait, interagissait. Je me disais, mais non, en fait, c'est plus moi, c'est pas moi, c'est pas pour moi. Je crois que je devais commencer la semaine d'après. J'avais mon contrat, j'avais tout qui avait été prévu, tout signé, des équipes qui m'attendaient. Là, la décision, elle est difficile. Oui. Le directeur qui s'était investi en moi, qui croyait en moi. Et là, je me suis dit, non, je peux pas me mentir et je peux pas lui mentir. Donc... J'en avais discuté aussi avec mon mari, parce que bien entendu, lui aussi, il était là, et il me soutenait sur toute la ligne.
Et donc, j'ai rappelé cette personne et je lui ai dit, écoutez, je vais être sincère avec vous. J'ai repris des études il y a 3 ans. Je suis diplômée en tant que thérapeute et j'ai voulu reprendre ce poste, mais je m'aperçois que j'ai fermé une porte et qu'aujourd'hui, je peux plus faire ça. C'est plus moi, en fait. Je suis désolée. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais Virginie, merci. Merci pour votre sincérité. Et ce qui est d'autant plus incroyable, il m'a dit, écoutez, on reste en contact parce que je vous ai beaucoup apprécié. Et 1 mois après, il me rappelait pour que je suive sa fille en thérapie. Waouh! Et là, C'était donc une des premières clientes, pour le coup. Oui, oui. Donc, pour moi, Quel c'était beau juste. signe. Oui. Donc, parfois, il faut savoir, c'est pas évident, hein, mais moi, je pense que tant que je m'étais pas positionnée, que j'étais encore un peu à voir les offres d'emploi, l'univers ne sait pas trop quoi nous envoyer parce que même nous, c'est pas clarifié. Et dès lors qu'on prend cette décision qui est pas simple du tout, parce que moi, je vous dis, ça a été des va-et-vient, Ah oui. mais après, tout s'aligne, en fait. Et on a le sentiment aussi, et dans les témoignages, on l'entend régulièrement, c'est que si vous doutez, on va dire, avec conviction, le doute, c'est aussi une conviction, vous êtes convaincu qu'il ne faut pas, c'est pas le moment, etc. La vie vous fait bien comprendre, Ah oui. et elle va revenir avec des signes encore plus forts. Hein. Oui, Oui. oui, jusqu'au jour où elle va se dire aussi, bon, écoute, on t'a envoyé ça, Ouais. tu veux pas le voir, Ça va. t'as passé ton... Vous voyez, Ah, c'est plus ton tour. Oui. Ah oui. Ah oui, je pense qu'il y a des cycles. C'est comme dans le tarot, parfois il y a des cartes qui sortent. On peut les voir ou pas, on peut les percevoir ou pas, et à un moment donné aussi, et c'est comme la vie, je pense, il y a des opportunités à saisir, parfois il y a des choses à voir, et parfois c'est pas le moment. Et que ça peut être dommage parfois de ne pas saisir ces opportunités. En tout cas, voilà, et ils vont bien les enfants, tout le monde va bien? Oui. Ils sont grands maintenant? Oui, ils ont 6 et 7 ans. 6 et 7 ans. Oui. Oh, ils se suivent, hein, dis donc, c'est Oui, incroyable. ça. oui. Et en plus, ouais, donc 2 comme ça d'un coup. Oui, mais c'est que du bonheur. Bah oui, j'imagine. Je pense que les enfants sont nos plus grands enseignants. C'est... 6 et 7 ans, vous mettez des petites. Ils ont fait de l'hypnose sagesse un peu ou pas? Oui, ça a été les premiers. Bah oui, les premiers cobayes. Oui. C'est vrai? Oui. Et même ma fille, elle est incroyable. Elle utilise des choses, des phrases, elle est hypersensible à la nature. J'ai à cœur de leur transmettre ça aussi. Bien sûr. Parce qu'eux aussi ont connu la perte. Vous voyez, on avait des animaux, ça a été de gros chagrins aussi, donc eux ont été confrontés à ça. Et en tant que parents aussi, c'est jamais facile de voir nos enfants souffrir. C'est vrai ce que vous dites sur les animaux et les animaux de compagnie. Et on devrait penser à ça en disant, quand on a des tout petits, on se dit, tiens, on va lui mettre un petit chat ou un petit chien. Et ça semble, la symbolique est belle. Oui. Grandir avec un animal, on a tous Oui. entendu ça en disant, c'est formidable. Sauf qu'il y a une date limite. Oui. Et qu'un jour ou l'autre, ce tout petit enfant va grandir avec cet animal qui, lui, vieillit. Oui. Et quand il arrive à la préadolescence ou à l'adolescence, c'est là qu'il y a le départ. Et oui. Et c'est là Oui. qu'il y a un trauma, parfois. Oui. qui peut s'installer. Ah oui. Je pense que le deuil d'un animal Ouais. est à prendre en compte et Je suis d'accord. aussi douloureux. Moi, je suis très, très, très attachée aux animaux, à la nature en général. J'ai un amour énorme et j'ai une connexion forte avec mes animaux aussi. Et on a perdu déjà 2 chats depuis que j'ai mes enfants et ça a été gros. Ils m'en parlent encore. C'est quelque chose qu'ils ont... Mais Oui, ça les a marqués. Hein. ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. L'hypnose, la sophro, les tarots de Marseille pour une nouvelle approche, on va dire, j'allais dire, d'accompagnement thérapeutique. Est-ce qu'on dit thérapeutique ou pas? Oui. Ouais, on le dit chez vous? Oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui n'aiment pas le mot thérapeute. Moi, ça me va. Ouais, ça va. Oui. Parce que vous avez le diplôme pour. Peut-être. Oui, tout à fait. Aussi. Oui. Virginie Villiers, il y a votre site évidemment, on va mettre tous les liens autour de cette vidéo, il y a la chaîne YouTube sur laquelle vous intervenez régulièrement. Oui. Bon, ça c'est une bonne chose. Vous voulez un petit mot de la fin? Non, je suis très, très heureuse d'avoir pu participer à cette émission et j'espère que mon histoire Ouais, votre sera histoire aussi est inspirante. inspirante pour d'autres personnes. Et je vais même vous dire autre chose aussi, votre timbre de voix est agréable et je pense que dans des phases d'hypnose, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée aussi. Oui.
De temps en temps, j'entends des gens qui vous parlent d'hypnose Oui. et on se dit comment se déroule Oui, l'hypnose oui, quand oui. on a une voix comme C'est ça. très, très important. Oui. C'est hyper important. Absolument. Oui, oui, même moi, la première, je suis très sensible à ça et pour pouvoir rentrer dans un état. Oui. Ouais, c'est important. La voix est très importante. L'élocution, la voix, l'approche, la douceur, etc. Merci Virginie. Merci à vous. Rentrez bien dans cette si paisible petite ville qui est Saint-Paul-de-Vence. Oui. Vous vous sentez si bien, les enfants vous attendent, Oui. il y a le bain ce soir, tout y est, c'est parfait. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Vous allez commenter évidemment avec bienveillance, vous allez partager aussi, parce que je sais que cette émission sera commentée, il y a des sujets sur lesquels on est revenu et qui sont très souvent abordés dans cette émission, et je sais que ça fait réagir en règle générale. Merci beaucoup. Le plus beau voyage, c'est celui vers soi, et c'est celui que nous a conté Virginie Villiers. Merci Virginie, à très bientôt. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.